élu, et même pas encore candidat du PS. C'était en septembre 2011, et François Hollande avait, en votre présence, dialogué avec des cinéastes, et le film qu'on avait projeté avant était déjà un symbole, puisque c'était un film qui porte le titre de « Et maintenant, on va où ?» et c'était donc pratiquement le sujet du débat qui s'en suivait. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est que c'était un film de Nadine Labaki, qui avait déjà eu un très beau succès avec un autre film qui s'appelait Caramel. Cette jeune femme talentueuse et libanaise, et son film n'aurait jamais existé, n'aurait jamais été produit s'il n'y avait pas ces fameux outils français de la création, du préfinancement et de la diversité. Et donc, c'était un double ou triple symbole que de discuter, de dialoguer avec les cinéastes ce jour-là, après ce film. Et la conclusion avait été, dans votre bouche et celle de François Hollande, que, évidemment, le débat ne pouvait se circonscrire à pour ou contre Hadopi. Il fallait d'abord adapter à l'ère du numérique qui va galopant, adapter nos systèmes qui datent des années 80, à la fois les renouveler, non pas seulement les préserver, j'entends souvent qu'on nous reproche de vouloir maintenir une survie de tous les systèmes existants, il s'agit avant tout de les faire évoluer pour pérenniser cette diversité, cette équité et cette quantité de produits culturels. On parle beaucoup du cinéma, alors que le cinéma français va très très bien aujourd'hui, mais il faut en permanence, dans notre mission, se projeter à 5 ou 10 ans, parce que si on ne fait rien aujourd'hui, il est évident que la quantité de films, la diversité des films, et singulièrement leur diversité de contenu, leur diversité éditoriale, sera entamée par les difficultés économiques. Je pense à cette semaine, par exemple, où vous pouvez voir sur les écrans aussi bien Les Seigneurs, qui est une grosse machine, que Camille Redouble, ou plusieurs autres films qui n'auraient jamais existé sans nos systèmes. Peut-on lutter contre le téléchargement sans doper, sans diversifier, sans multiplier, sans rendre évidente et joyeuse, séduisante et abordable, raisonnable, une offre légale massive? Vous l'avez dit, je rejoins totalement vos propos, c'est évidemment le maître mot, et pas seulement s'agissant du cinéma ou des contenus audiovisuels. La musique a déjà fait un très grand effort en matière d'offres légales. Elle est en train d'approcher un modèle qui ne sera jamais celui des années d'or, mais qui commence à approcher d'un certain équilibre, plus réduit, plus contraignant, mais un certain équilibre économique. Il faut accompagner la musique, vous avez commencé de le faire, la mission va y travailler aussi, évidemment avec un certain nombre de grandes sociétés de musique, mais beaucoup avec les indépendants, qui sont forcément plus fragilisés avec cette explosion du numérique. Le livre, je n'insiste pas, un énorme travail a été fait par les grands éditeurs français pour à la fois dialoguer et s'organiser, dialoguer avec les géants mondiaux, mais le dialogue reste très difficile, il reste même presque pernicieux avec des grands acteurs comme Amazon. Il faut donc travailler non seulement avec les grands acteurs français, comme ils ont bien commencé de le faire, il faut augmenter de manière très importante la numérisation des livres, il y a des aides, il y a du volontarisme qu'il faut susciter, accompagner, c'est sur tout ça que nous allons travailler. Numérisation des œuvres, c'est vrai dans tous les domaines, évidemment l'image, nous devons travailler aussi sur la photo, je ne dis pas ça parce qu'il y a un certain nombre de photographes, mais je crois que la photo est quand même un symbole pour moi d'une relative perversion du débat des droits d'auteur et de l'économie des contenus sur le numérique. C'est évident qu'avec nos smartphones, avec tous nos outils, nous sommes tous photographes. Mais est-ce que être photographe, c'est la même chose? Quand on prend une photo entre amis, quand on prend une photo d'actualité, qui se veut d'actualité, puisqu'on est sur un petit événement quotidien ou majeur, votre présence est accidentelle, est-ce que c'est la même chose que prendre que toutes les photos du photojournalisme ou les photos qui ont une démarche, un point de vue artistique? On peut devenir photographe, on ne l'est pas simplement parce qu'on a l'outil. Ce qui est vrai pour la photo est vrai pour tous les domaines. Il faut donc trouver
un équilibre. Moi, je suis passionné, comme toutes celles et tous ceux qui sont autour de moi pour travailler sur cette mission, passionné par cet équilibre qui ne sera pas facile, qu'on ne résoudra pas d'ici le mois de mars. Je ne veux pas, c'est pas que je m'avoue vaincu avant l'échéance, Aurélie, mais évidemment qu'il faut qu'on ait franchi des étapes, qu'on ait atteint avec nos interlocuteurs des consensus qui, j'espère, ne seront pas mous, sinon ils seront nuls, mais des choses qui seraient des avancées dans ce nouvel équilibre, dans ce mobile reconstitué, mais à l'heure du numérique où il y a non seulement une multiplication presque innombrable des interlocuteurs et des poids divers dans ce mobile, mais il y a un acteur que vous avez évoqué et qui est majeur, ce sont les publics, les nouveaux usages. Et par rapport à ce que j'ai pu connaître dans les grandes négociations de l'exception culturelle acte 1 dans les années 80, c'est qu'on discutait entre ayants droit, diffuseurs, sous l'égide de l'État. Aujourd'hui, il y a toujours les créateurs, toujours les diffuseurs, il y a maintenant les géants de l'informatique, pour le dire vite, les géants du numérique, et puis il y a, toujours sous l'égide de l'État et de l'Europe, il y a les usagers. Et donc, il ne s'agit pas, chaque internaute étant devenu un diffuseur, selon la formule maintenant admise, il ne s'agit pas de dialoguer avec chacun des internautes, mais de provoquer le dialogue, provoquer le débat. Tous les sujets seront évoqués, y compris les échanges non marchands. Les échanges non marchands, même du temps de l'analogie, ont toujours constitué une part importante de l'activité culturelle. Ça fera partie de ce mobile. Dans le dialogue que nous allons avoir très vite avec, par exemple, les bibliothèques, les médiathèques, qui ont depuis belle lurette commencé de réfléchir à l'évolution de ces échanges non marchands, culturels, éducatifs, qu'on ne doit pas laisser sans enjeu et sans règles démocratiques, seulement aux mains des grands géants de la distribution numérique. Voilà tout ce que nous avons en chantier. Mais nous ne sommes pas dupes, je ne suis pas dupe, et vous me l'avez dit le premier jour où vous m'avez annoncé que j'avais cette mission, il y a un scepticisme de la part des usagers qui se demandent si on va atteindre l'offre légale. De tous ces usagers, pas seulement les plus jeunes, qui ont grandi avec le numérique dans une certaine gratuité. Un récent sondage ne nous a nullement découragés, nous à la mission, Culture Acte 2, 13% les usagers sont prêts à payer pour de l'exclusif. Le débat, durant les 6 mois qui viennent, et singulièrement dans les 3 mois qui viennent, il aura pour objet d'ouvrir le débat, d'ouvrir la discussion, en sachant que aujourd'hui, vis-à-vis des usagers, vis-à-vis des publics, il faut tendre vers l'universalité, il faut tendre vers l'instantanéité, et c'est à ce prix-là seulement qu'on pourra faire bouger à des degrés divers. Il faut une offre graduée comme il y a une grille post-graduée. C'est à ce titre-là qu'on pourra faire bouger un peu les mentalités et les réactions par rapport à la gratuité. 49% d'un panel d'internautes qui avait été interrogé a reconnu avoir déjà piraté, heureusement 13% seulement fréquemment. Mais aussi, dans ce même sondage, on nous disait qu'un usager sur 3 avait déjà acheté de la VAD sur son téléviseur. C'est dire combien la montée en puissance de la télé connectée va encore amplifier ces réflexes naturels vers une consommation tous azimuts. Il n'est que temps que nous réfléchissions à l'adaptation de tout cela. Et bien sûr, le rôle, nous aurons un dialogue compliqué où toutes les forces seront nécessaires, un dialogue qui sera contradictoire, qui sera rude, j'en suis sûr, avec les hébergeurs, les FAI, bref, la distribution numérique dans son ensemble. Nous avons face à nous des géants. Il n'y a pas de géant français de la distribution, même si on va bientôt voir Free. On ne peut pas dire que ce nouvel acteur, ce récent acteur des télécoms et du numérique soit devenu un géant. Il est un acteur très important en France. On voit bien que nous restons très petits par rapport aux grands géants, essentiellement américains. Dès lors, il est évident que, Aurélie Filippetti l'a dit, que notre dialogue avec l'Europe sera conséquent. Nous avons déjà, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères,
commencé à prendre des contacts avec les Allemands, bien sûr, ils sont les plus structurés, les plus attentifs. Dans des domaines comme la musique, il est intéressant de voir les expériences suédoises. Nous suivrons aussi la manière dont les Pays-Bas se défendent sur la défense des créateurs d'une autre manière que nous, mais on a à apprendre de partout. Et en Grande-Bretagne, où nous avons beaucoup de différences, un certain nombre de travaux de l'OFCOM méritent d'être approchés et observés, et nous dialoguerons avec eux tous, et nous travaillerons en commun. Pourra-t-on vraiment discuter avec un certain nombre de représentants des industries et des autorités fédérales américaines? Ma réponse peut être un peu optimiste, et oui, pour le dire simplement. Je ne suis pas ministre, donc je peux le dire aussi simplement, mais je pense que vous diriez à peu près la même chose, Aurélie. Oui, si c'est Obama, ce sera plus compliqué si c'est Mitt Romney. L'équipe est constituée, je vais vous la présenter rapidement. Nous avons effectivement, comme l'a dit Aurélie, 3 rapporteurs. Ici, Sarah Lacoche, elle est inspectrice des finances, et son expérience a couvert beaucoup de sujets économiques et financiers, évidemment, mais non seulement au niveau français, mais beaucoup au niveau international et européen. Juliette Mans, spécialisée en droit des médias et des nouvelles technologies, elle a participé aux différentes réflexions culturelles menées durant la campagne électorale. Elle travaille à la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et elle est assistante parlementaire de Marcel Rojouni. Le 3e rapporteur est ce jeune homme que vous voyez à côté du panneau. Je suis en train de chercher comment s'appellent ces panneaux. Voilà, merci. Raphaël Keller est ingénieur des mines. C'est notre AETEC, ou l'un de nos AETEC, mais lui est rapporteur. Il est affecté à la direction, à la DGMIC, au sein du ministère de la Culture et de la Communication. Il a travaillé notamment aussi bien sur la transition numérique de la radio et de la télévision. Et nous allons donc bénéficier de cette expertise high-tech. Nous avons également, vous l'avez dit, la présence importante, de 2 experts qui ont des rôles importants déjà au sein de votre ministère, Aurélie. Frédéric Bocobza, qui est à l'autre bout de cette brochette. Vous êtes sous-directeur du développement de l'économie culturelle à la Direction générale des médias et des industries culturelles du ministère de la Culture et de la Communication. Vous y êtes surtout à ce titre, je dirais que c'est parlant, responsable notamment des questions de financement des industries culturelles, de beaucoup de dossiers européens ainsi que des études et évaluations économiques. Parmi les experts, Thierry Chaise, journaliste de cinéma, chef des infos au mensuel de cinéma Studio Cinélag. Je crois que Thierry nous apportera sa connaissance non seulement du cinéma évidemment et de ses acteurs, mais de son extrême connaissance, son expertise sur le cinéma indépendant et sur les modalités de financement du cinéma indépendant et de toutes les participations que la France apporte dans le financement du cinéma indépendant hors de France. Et puis, Jean-Philippe Mochon est également l'un de nos experts. Vous êtes, Jean-Philippe, chef du service des affaires juridiques et internationales du ministère de la Culture. Vous êtes notamment responsable pour ce ministère des Affaires européennes, ainsi que des questions de propriété littéraire et artistique. Vous êtes membre du Conseil d'État et vous avez déjà eu pas mal de fonctions en tant que conseiller juridique du secrétariat général des affaires européennes. Marie-Laure Drouin, qui a beaucoup travaillé aussi sur le numérique, est notre assistante et ce sont des domaines, des territoires, des personnages, des associations, des collectivités d'expertise ou de débat que vous avez souvent fréquentées et Marie-Laure nous apporte donc son expérience, voire son expertise. Comment nous sommes-nous organisés? La première réunion de la mission, je le dis pour qu'on comprenne bien qu'il est logique qu'Aurélie Filippetti tienne cette conférence de presse aujourd'hui. Notre première réunion date du 29 août. Donc vous êtes partis en vacances les unes et les autres à la mission, vous saviez qu'on se retrouvera à la rentrée, mais la première réunion de travail constitutive
a eu lieu le 29 août. Donc il est difficile, je pense, de déjà tirer trop de leçons de nos travaux. En tout cas, surtout quand on est à l'extérieur. Je me demande à quoi je fais allusion. Nous nous sommes fixés, j'ai fixé 3 objectifs que vous avez évoqués à grands traits, Aurélie. D'une part, d'abord, on peut dire un état des lieux, je dirais pour nous tous, une sorte de mise à niveau sur les grands sujets, qu'il s'agisse de la chronologie des médias, de la défiscalité du numérique, des offres légales, de l'état des lieux européens. Nous avons travaillé, chacun a apporté sa pierre pour mettre à peu près tous les membres de la mission au même niveau de connaissance, avec énormément d'échanges de documents et beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup circulé dans le public, mais qui nous permettent de parfaire notre connaissance. Il est évident que nous allons suivre, vous l'avez dit, d'un œil attentif, aussi bien les discussions d'éventuels rapprochements CSA-ARCEP que les conclusions des 2 Colin, 1L, 2L, car si eux traitent de l'économie du numérique globalement, nous sommes dans ce périmètre et leurs conclusions qui arriveront avant les propositions qu'ils feront, nous devrons en tenir compte et nous dialoguerons avec eux, c'est prévu. Donc, d'abord, un rapide état des lieux. Dès demain, commencent les auditions. Elles vont se poursuivre jusqu'à la fin décembre. Vous l'avez dit, Aurélie, nous allons voir énormément de gens. Je pense que d'ores et déjà, on peut considérer qu'il y aura plus d'une centaine d'auditions. Toutes ces auditions seront publiques, puisqu'on pourra les consulter en audio ou en vidéo sur le site, qui va s'ouvrir dès la fin pratiquement dès aujourd'hui ou dès demain. L'adresse en est simple, elle s'inscrit derrière moi puisque c'est le titre générique, culture-acte2.fr.